tous et à toutes. Donc, je suis Eneka Idir-Barsoum. J'ai fondé en septembre dernier la société Eneka Consulting. Donc, ce que je propose, c'est du conseil à l'innovation, c'est-à-dire vous aider à développer votre stratégie d'innovation. Je fais aussi de la veille technologique sur des technologies peut-être sur lesquelles vous n'êtes pas particulièrement familier, c'est-à-dire les technologies qui touchent à la lumière, que je vous exposerai un petit peu plus tard. Je fais aussi je rassemble les communautés scientifiques, c'est-à-dire les laboratoires de recherche et les industriels, soit pour des collaborations directes, soit pour faire des projets collaboratifs et aller chercher des financements publics pour cela, qu'ils soient régionaux, nationaux ou européens. Voilà, j'ai un réseau qui est européen, donc voilà. J'habite la région. Je suis heureuse de voir que cette région se développe du point de vue des hautes technologies. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter le titre du talk, c'est « La lumière au cœur de la deuxième révolution quantique ». Donc il y a voilà, je vais essayer d'être le plus didactique possible. Je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est que la photonique. Parce que la photonique, c'est toute la science de la lumière, la science et les technologies de la lumière. Donc, c'est-à-dire, c'est créer, capter, manipuler, caractériser la lumière. Donc, elle englobe toutes les technologies qui sont liées à cela, et vous allez voir qu'elles sont assez vastes. Donc, je vais vous montrer quelques photos pour illustrer cela. Évidemment, j'ai plus de présentation. Si. Il y a un problème. Voilà. Donc ça va de, vous voyez les lunettes, donc la vision que vous connaissez au quotidien. Ça, ce sont des miroirs, ce qu'on appelle les miroirs adaptatifs. Donc ça sert à corriger les turbulences atmosphériques, des lasers. Donc ça va. C'est des optiques qu'on utilise dans les systèmes optiques. Alors ensuite, il y a tout ce qui est un petit peu plus photonique, c'est-à-dire les fibres optiques. Alors, je dois avoir un pointeur quelque part, voilà, des fibres optiques. Ça, c'est un faisceau laser vert. Ça, ce sont des diodes. Donc, ce sont des diodes électroluminescentes. Voilà, donc ça, ce sont plutôt des capteurs. Donc, il y a aussi tout ce qui est réalité virtuelle. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y aura un talk sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. C'est aussi à base de lumière. Hein, donc, il y a tout ce qui touche à cela. De l'astronomie, bien sûr, les technologies aussi médicales à base de laser, la cosmétique, parce qu'il y a énormément, par exemple, de nanoparticules qui peuvent être intégrées pour diffuser, capter la lumière. Donc ça, c'est un petit peu une présentation de la filière, hein, puisque vous ne la connaissez pas bien, je me permets de vous la présenter. Donc en France, c'est environ 1000 entreprises. Il faut savoir que 40% de ces entreprises existent depuis moins de 10 ans. Donc c'est un secteur qui est en plein développement, en très forte croissance, où il y a beaucoup de start-up également. Ça représente 1 million d'emplois en Europe, de nouveaux emplois en Europe d'ici 2030. Donc vous voyez que c'est un secteur qui a été déclaré comme une des 6 Key Enabling Technology au niveau européen, c'est-à-dire c'est une technologie capacitante. Voilà. Et avec un marché mondial de l'ordre de 550 milliards d'euros. Donc, au niveau de... Alors, H2020, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le grand programme de financement qui est sur 7 ans pour financer... Dans H2020, ça représente 700 millions d'euros d'investissement de l'Europe. Donc, les grands groupes qui font appel à de la photonique, il y a Safran, Thales, Essilor, Nokia, Valeo, enfin, vous voyez, tout un tas de secteurs d'activité. Donc on dit que la photonique, ça sera l'électronique du 21e siècle. Donc c'est une deep tech, hein. C'est-à-dire c'est vraiment ces sources d'innovation de rupture. Hein. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans le domaine quantique. C'est une Key Enabling Technology, comme je vous l'ai déjà dit. Elle est diffusante, elle adresse toutes les applications. Et elle est présente dans tous les grands plans industriels décidés au niveau gouvernemental. Et l'année dernière, donc en 2017-2018, il y a eu un grand effort national auprès de toutes les entreprises pour élaborer une feuille de route qui a été présentée au ministère de l'économie en juin dernier. Donc
À cette époque-là, j'étais membre de Valeo, donc j'ai piloté la partie mobilité de cette feuille de route. Donc maintenant, je vais en revenir un petit peu au sujet quantique. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez fait une terminale ou un lycée, on vous a parlé de la dualité de la lumière. Alors, est-ce que ça évoque des souvenirs? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une notion qui est récente. Hein, c'est-à-dire, il faut bien voir que c'est Einstein qui a démontré ça en 1905. Jusque-là, on avait une vue partielle de ce qu'était la lumière. Donc la partie la plus évidente de la lumière, c'est que c'est une onde électromagnétique. Donc comme toute onde, elle se déplace, elle se propage, donc on parle de propagation, elle se diffuse, elle se diffracte. Et elle est décrite donc elle a été décrite par les équations de Maxwell au XIXe siècle. Et donc à la fin du XIXe siècle, on pensait qu'on avait fait le tour de la lumière. En plus, ces équations, elles étaient basées sur quelque chose, une représentation du monde qui était fausse, puisqu'on pensait que l'univers était baigné dans un éther, dans lequel était Dieu, d'ailleurs. Et donc, cette onde se propageait en déformant l'éther. Voilà. Donc, les lois, en fait, de la physique, ce qu'on appelle un peu l'optique classique, sont vraies, mais les hypothèses qu'il y avait derrière sont fausses. Et donc, en 1905, Einstein a démontré que la lumière avait une dualité, et que c'était aussi une particule. Et il a nommé cette particule photon, d'où le terme photonique. Et c'est une particule qui a... là, déjà, on commence sur des représentations qui ne sont pas classiques. C'est une particule de masse nulle. D'accord ? Donc, vous imaginez qu'est-ce qu'une particule de masse nulle. Et carré absolu, qui est la vitesse c, la vitesse dans le vide, 300 000 km/s. Et alors, une de ses propriétés, dans la physique classique, en fait, les états d'énergie sont continus. C'est-à-dire que dans la thermodynamique, dans tout un tas d'aspects de la physique, l'énergie est continue. Alors que quand on regarde à l'échelle de l'atome, à l'échelle du photon, des ions aussi, donc de microscopique, à l'échelle microscopique et nanoscopique et encore en dessous de la matière, les états d'énergie sont discrets. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les quanta, d'où le terme de quantique. Hein, c'est-à-dire que pour passer d'un état, on passe d'un état d'énergie à un autre et ces états ne sont pas continus. Voilà, donc finalement, ce terme optique quantique dit bien la dualité de la lumière. Donc ensuite, dans une source lumineuse, donc là on arrive sur des choses encore plus récentes de la physique, de l'optique et de la photonique. Dans une source lumineuse classique, vous avez à peu près 10 puissance 20 photons par seconde, c'est-à-dire, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est des milliards de, voilà, de photons par seconde. Et donc, jusque dans les années 50, Schrödinger, qui a fait des équations qui décrivent la mécanique quantique, pensait qu'on ne pourrait jamais observer de façon individuelle des photons ou des atomes. On ne pouvait pas descendre à une échelle vraiment microscopique. Il pensait que toutes les lois qui ont été écrites jusque dans les années 50 de mécanique quantique décrivent des systèmes, des nuages. Et il pensait que on arrivait à un seul photon. D'arriver à un seul photon. Et en fait, dans les années 80, donc je l'ai nommé parce que c'est un chercheur français, Alain Aspect, qui est à l'Institut d'optique à Paris, a réussi à faire une expérience en utilisant des lasers. Bon, je vous le fais court, mais il a utilisé des lasers pour refroidir des atomes, c'est-à-dire pour les ralentir, parce que c'est une histoire aussi de cinétique, donc pour ralentir les atomes, il a utilisé des lasers, et en faisant comme ça, il a réussi à pouvoir observer et manipuler des atomes puis des photons un par un. On a aussi en face l'électronique qui a évolué, qui a rendu possible ce qu'on appelle le comptage de photons, donc la réception, l'enregistrement d'aussi faibles quantités de lumière.
Et donc, depuis lors, donc ça a entraîné aussi toute une évolution là, toute une évolution d'un modèle physique. Quand on veut faire une description d'un modèle physique, on émet des hypothèses et les mathématiques suivent l'évolution des hypothèses. Donc ça a aussi révolutionné, enfin ça continue de révolutionner la façon de penser, même la physique quantique. Parce qu'en fait, ce qu'il a montré, c'est que même quand on arrive donc, à isoler un seul photon, vous vous dites, bon voilà, là on arrive vraiment sur la partie plutôt corpusculaire de la lumière, il ne va rien se passer. Eh ben, on observe quand même des interférences. Alors ça veut dire qu'il y avait un truc qu'on n'avait pas pigé avant. Et ce qu'on n'avait pas pigé avant, c'est qu'un même photon, il peut être dans deux états différents en même temps. Et donc, qu'il a deux amplitudes, donc ça c'est l'amplitude de l'onde, et qu'elles peuvent interférer. Et donc, c'est exactement ce qu'il a démontré. Et donc, c'est ce qu'on a appelé qu'en fait, le même photon, il peut avoir deux états, et ces états sont liés. Donc, vous l'avez peut-être appelé les photons intriqués. Ça veut dire qu'ils ne sont liés l'un à l'autre. Et ça, c'est complètement contraire à l'intuition du grand Einstein et de ses contemporains, jusque dans les années 50, qui pensaient que, même si on était sur des modes probabilistes, les particules étaient, à une certaine échelle, étaient indépendantes les unes des autres. Et donc, c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle, depuis 20-30 ans, la seconde révolution quantique. C'est-à-dire qu'on arrive encore sur une autre façon de penser. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle les technologies quantiques? Parce que ça devient un buzz. C'est pour ça un peu que j'ai proposé ce sujet. Mais ce sont les technologies qui regroupent les méthodes mises en œuvre pour produire des outils qui reposent sur une des deux propriétés quantiques. Parce qu'évidemment, à une certaine échelle, la matière a un comportement, comme je vous disais, différent. Et donc, c'est à la fois la superposition quantique d'objets, d'un objet physique ou de deux états d'énergie, et l'intrication quantique de plusieurs sous-parties de cet objet. Alors, ça devient un peu complexe, j'espère ne pas vous perdre. Donc, du coup, j'ai réussi à trouver des petits schémas assez simples. Donc, qui veut dire que dans un objet, il peut exister, comme je vous le disais, puisque c'est ce qu'a démontré Alain Aspect, il peut être dans plusieurs états simultanés à la fois. Donc, on est sur une partie probabiliste. Et donc, vous voyez il peut être soit à l'extérieur, enfin, si on schématise, il peut être soit à une position A, dans un certain état d'énergie, ça c'est une façon de noter les états d'énergie, soit il peut être dans cet état-là, et en fait, parce que ça reste une propriété, il peut être dans deux états à la fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les états intriqués. Et donc, toutes les technologies quantiques, elles sont basées là-dessus, sur cette superposition des états dans les atomes, dans les ions, dans les photons. Alors là où ça se complexifie, c'est quand il y a plusieurs objets qui se superposent. Donc on arrive, ce que je vous disais, dans des états qui sont un petit peu étranges, qui sont les états intriqués. Donc vous voyez, pardon, je me suis trompée, hop, hop. Vous voyez que vous pouvez avoir, si vous avez deux objets, ils peuvent être soit dans un état tous les deux le même état, soit chacun dans un état différent, ou soit tous les deux à l'intérieur de la boîte, on va dire. D'accord ? Et en fait, vous avez une combinaison de tous ces états en même temps. Mais ce que montre aussi quand vous avez deux photons intriqués, chacun des deux peut être dans un état différent, mais à la fin, ils sont tous les deux dans le même état. Donc depuis 20 ans, à peu près, ça ouvre des portes à des champs applicatifs qui sont complètement différents. Et ça suscite un grand intérêt industriel. Enfin, vous avez bien vu les batailles, là je vous cite les Français parce que je suis un peu chauvine, mais les grandes batailles autour d'IBM, de Microsoft, Google, voilà, parce qu'en fait, il y a différents champs applicatifs. Il y a à la fois donc, sur la partie optique, tout un nouveau champ sur
de capteurs et de métrologie quantique. Ça, je ne vais pas vous en parler plus en détail, mais c'est à base d'atomes froids, refroidis, et ça permet de faire, par exemple, des horloges atomiques, ce qu'on appelle les horloges atomiques, qui donnent une mesure très très précise du temps, et donc qui peuvent servir de référence quasi absolue à tous les instruments qui doivent naviguer dans le domaine spatial, dans le domaine informatique. Donc c'est vraiment un moyen de métrologie très puissant. Il y a aussi des capteurs. La semaine dernière, j'étais sur un événement sur le spatial. Il y avait des capteurs quantiques. C'est vraiment, on ne peut pas faire mieux en termes de sensibilité. Ceux qui ont des mesures électroniques à faire, on ne peut pas mieux faire qu'un capteur quantique. Et ça, il y a pas mal de boîtes françaises, enfin de start-up françaises dans ce domaine-là. Ensuite, il y a tout le champ du calcul et de l'informatique quantique, dont je vais parler un petit peu plus, et le champ aussi des communications quantiques. Donc en France, ça mobilise beaucoup de sociétés aussi, notamment Atos, qui est présent localement, Thales, Sodern, Safran, qui sont présents à la fois dans la défense et dans le domaine spatial. Nokia, Orange, vous avez Blue, Cantel, ça c'est des sociétés qui font des fibres optiques, enfin tout un tas de systèmes optiques. Enfin, voilà, les dernières, c'est des startups, les 4 dernières. Donc, au niveau des communications quantiques, parce que je me suis dit que comme vous êtes une communauté plutôt de software, ce qui vous intéresse, c'est la communication. Donc, qu'apportent les technologies quantiques aux communications? En fait, c'est une étape supplémentaire à la cryptographie, qui devient une cryptographie quantique, donc qui en fait a pour effet d'éliminer la vulnérabilité de l'information. Donc c'est extrêmement important parce que finalement c'est complémentaire, c'est à la fois un concurrent et complémentaire de la cryptographie à base d'algorithmie. Voilà. Donc ça permet à la fois d'améliorer les technologies actuelles de cryptographie, mais également puisqu'on est dans le domaine des télécommunications, un capteur quantique, aussi des répétiteurs quantiques. Donc ça, tous ces travaux-là, ils sont dans la perspective du déploiement de la 5G, mais également des communications par satellite. Donc en fait, elles sont basées sur sur le changement d'état quantique de la lumière, et donc ce qui permet un transfert d'information. Alors ensuite, vous avez tous entendu parler, enfin peut-être, de la distribution quantique de clés, donc qui est au cœur vraiment de cette cryptographie. Et c'est vraiment, enfin c'est déjà ce que je vous disais tout à l'heure, ça permet un échange absolument inviolable. Donc le challenge, c'est quand même le prix, parce que pour l'instant, c'est encore des technologies qui coûtent cher. Mais l'enjeu est important quand on voit des applications qui vont même au-delà des télécommunications. Enfin, on a tous en tête les hackers qui se développent et puis des applications comme les véhicules autonomes qui ont besoin d'une grande sécurité. Et donc l'idée, c'est de le combiner pour rendre plus puissants, plus inviolables les systèmes avec tous les travaux qui sont en cours sur l'algorithmie. Donc ce domaine-là, il est en très forte croissance depuis 2016. Donc sur 3 axes différents. D'une part, miniaturiser et intégrer de tels composants dans les réseaux de télécom actuels. Alors évidemment, à la source, je vous ai parlé de réussir à produire des photons les uns après les autres. Donc il y a tout ce travail sur les sources de photons individuelles. Et puis donc le travail pour les communications longue distance sur les répétiteurs. Donc ça veut dire, là je vous ai mis un petit peu, là ça devient un petit peu technique, des atomes froids couplés à des fibres optiques, puisque les communications actuelles se font par fibre optique, des cristaux, des atomes artificiels. Donc je vais juste vous donner une illustration de ce qu'on fait en France. Donc ça c'est encore en état de recherche, mais donc l'idée c'est de produire un atome artificiel en faisant une cavité résonante qui permet de, comme vous pouvez le voir là, vous voyez, là, vous voyez, c'est une petite structure microélectronique. Et en fait, quand elle est active, vous voyez qu'on arrive vraiment à produire un seul photon.
Donc là, vous avez une image réelle, vous voyez les échelles. Là, on est à 10 microns, là, on est à 5 microns. Donc ça, c'est les travaux d'un laboratoire qui s'appelle le C2AZN, qui est sur le plateau de Saclay. Qui travaille alors sur le plateau de Saclay, ça je ne l'ai pas dit, mais il y a tout un environnement où il y a à la fois le CEA, le CNRS et Thales, et Nokia qui travaillent sur les nanotechnologies. Donc après, il y a tout le problème de la simulation, bien sûr, parce que quand on arrive à faire des systèmes quantiques, ben, étant donné qu'on est sur des modèles qui ne sont pas classiques, ben là, ça va impacter l'algorithmie et la façon de calculer aussi. Donc là, les progrès sont très importants depuis une quinzaine d'années. Alors les experts disent que, on n'en est encore qu'à une partie du chemin. Hein. Le système on arrivera à une maturité certainement des ordinateurs quantiques. Je veux dire, une possibilité vraiment d'ordinateur quantique, il va falloir à peu près une vingtaine d'années encore. Alors, je sais bien que ça communique beaucoup sur des échéances plus brèves, mais autonome, il faut le temps de la science quand même. Donc sur l'ordinateur quantique, le développement, il y a différentes technologies possibles pour faire vraiment les microprocesseurs. Donc les techniques optiques sont une des façons de faire des portes logiques. Donc, ils peuvent être de nature différente. Donc, vraiment, ce qui domine actuellement, c'est plutôt les circuits supraconducteurs qui permettent vraiment de faire des systèmes froids. Et puis ce que je vous ai montré, donc les réseaux d'attente artificiels dans des semi-conducteurs. Voilà, et ça, c'est différents types de particules qu'on peut utiliser, soit des photons, des polaritons, des excitons. Bon, ils ont des propriétés, c'est des particules avec des propriétés différentes. Donc, aussi, une des idées phares que je voudrais vous dire, c'est que voilà, il y a différentes technologies qui se développent autour de l'ordinateur quantique, mais qu'en fait, c'est qu'il n'y a pas une solution. C'est qu'il n'y a pas une solution unique. Et donc, clairement, ce qui se dégage, c'est qu'on va utiliser une plateforme ou une autre en fonction de ce qu'on veut simuler. Ça, c'est aussi assez nouveau. Je pense qu'on sera plus sur de l'ordinateur universel. Donc ça, c'est parce que dans le quantique aussi, qu'il y a toujours un effet quand on mesure sur la matière. Voilà. Donc ce qui est une des idées forces aussi, c'est que l'algorithmie, la programmation seront très différents. On ne peut pas programmer de la même façon. Et donc du coup, ça veut dire que dans quelques années, vous allez devoir, ou assez prochainement, il va y avoir des besoins de formation. Ça va certainement aussi impacter les éditeurs de logiciels. C'est vraiment ce que je vais finir un petit peu là-dessus, c'est que la révolution quantique, c'est une façon de penser différente. Enfin, c'est pas disons qu'on est au cœur de la matière et que c'est contre-intuitif en fait. Ce qui se passe au cœur de la matière est contre-intuitif. Donc ça bouge un petit peu nos façons de penser et de concevoir. Voilà, je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, donc si vous avez des questions. Pas de questions ça... Effectivement, on parle d'eux. Moi, ce que j'ai vu vraiment en interrogeant un petit peu des gens qui sont vraiment dans ce domaine-là, c'est plutôt 20 ans que 10 ans. Quoi. Parce qu'il pour avoir travaillé pour une société américaine, hein, il y a des effets d'annonce très forts, parce que évidemment, c'est un des grands enjeux. Mais à la fois pour les systèmes physiques et pour les modes de programmation, il y a encore des progrès à faire. Quoi.
parce qu'on génère des marges d'erreur aussi. À chaque fois qu'on mesure, on génère de l'erreur. Donc il y a tout un travail fort là-dessus aussi. On n'est pas sur un système simple. Par contre, ça ouvre des perspectives absolument phénoménales. Et donc, concrètement, on en est où? Parce qu'il y a, vous l'avez dit, il y a Atos et Google qui font des annonces, mais ils en sont... Une des idées, précisément, mais enfin, voilà, je pense que je l'ai vu dans d'autres domaines aussi. Hein, je pense que l'annonce, l'impact, les enjeux sont tellement forts, finalement. Il faut que chaque industriel a intérêt à annoncer des choses, quoi. Mais voilà. Là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre. Je ne suis pas Nostradamus, mais je suis assez prudente. Pendant votre talk, bon, je pense par manque de temps, vous n'avez pas du tout parlé de la partie mesure, enfin, de manière indirecte, tout ce qui est théorie de la mesure, etc., qui fait qu'à la fin, l'état change en un seul état final. Est-ce que là-dessus, il y a eu des avancées, en fait, parce qu'on sait que les calculs se font en quantique, et à la fin, le résultat voilà, devient quelque chose en fait, de non quantique. Est-ce que là-dessus, il y a des avancées qui fait qu'on arriverait à, on va dire, avoir quelque chose de plus performant que d'avoir juste une probabilité de l'état final, ou ça reste encore quelque chose qui reste... En fait, la probabilité, elle est dans la nature même de la physique quantique. Voyez, donc c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes sur de la métrologie, donc vous devez faire une mesure de plus en plus précise, mais vous avez aussi la matière qui peut être, c'est une superposition d'états quantiques. Donc, en fait, la difficulté, c'est de faire converger finalement l'algorithmie, donc tous les modèles mathématiques des états, justement, en même temps que les moyens physiques, que je vous ai un petit peu présentés, puisque c'est ma compétence plutôt. Hein, donc à la fois pour construire les briques technologiques, pour la métrologie aussi. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas encore sur une maturité qui permet de dire que dans 10 ans, je vais avoir un ordinateur quantique. Et l'aspect important aussi, c'est de dire, j'ai un ordinateur quantique, avoir forcément des ordinateurs quantiques en fonction du domaine applicatif. Ma deuxième question, justement, parce que moi j'avais travaillé sur le service d'IBM qui proposait des portes logiques quantiques, mais de très faibles en termes de puissance de calcul, parce qu'on était sur 4 qubits environ à l'époque. Est-ce que là-dessus, on est toujours, vous en avez parlé tout à l'heure, sur des portes logiques quantiques, ou est-ce qu'on a d'autres choses qui seront autre chose que des portes logiques, qui permettraient d'aller sur des calculs quantiques de différentes natures, du coup? Alors, moi, ce que j'ai vu en préparant, c'est on est quand même plutôt sur cette idée de qubit quantique, hein, donc plutôt de porte logique quantique. Mais ça ne veut pas dire, là, par exemple, la photo que je vous ai montrée sur l'atome artificiel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des recherches pour d'autres solutions. C'est encore ouvert, en fait. Hein.